tous les quartiers ont chacun leur propre identité. Il y en a qui ont mieux vieilli que d'autres. Tu regardes Griffintown, ça va vieillir comment dans 10 ans, alors que des quartiers qui sont là depuis plusieurs centaines d'années, qui ont très bien vieilli. Mais les quartiers à Montréal qui risquent de peut-être bien vieillir, c'est des quartiers qui vont avoir été construits pour ne pas être des quartiers. Ouais. Griffintown, c'est pas un quartier. Non, exact. D'où tantôt je disais une ville, c'est organique. Donc, Griffintown, c'était un coin qui était industriel à la base. Ah ouais. Donc, on a construit une coupe de tours en carton au travers. Il y a plus ou moins de services. Il n'y a pas de station de métro. Comment ça va évoluer avec le temps. À la limite, le Vieux-Montréal a beaucoup mieux vieilli. Là. Le Vieux-Montréal, d'ailleurs, ça, c'est une des politiques municipales, je pense, à travers les administrations que je pense garder le cachet de Montréal. C'est l'idée de préserver la devanture et le patrimoine des bâtiments. Là. Sinon, il y a beaucoup de bâtiments qui auraient été rasés. Donc, il y a certains développements souvent récents, modernes, qui ont gardé la devanture là, des bâtiments, particulièrement dans le Vieux-Montréal. Je trouve que c'est une politique qui a été, à travers... Ça, tu vois, c'est quelque chose qui est non partisan, qui s'est prolongé à travers les administrations différentes. Ça a relativement été... ça a donné un beau cachet à Montréal. Un autre, un scandale qu'on a vu cet été, peu importe c'est quoi votre opinion de la F1 ou qu'est-ce que ça représente, c'est quand même un des plus... Premièrement, c'est c'est le plus gros événement au Canada. C'est un des plus gros événements sportifs en Amérique du Nord. Les gens ont de la difficulté, d'ailleurs, je t'interromps, mais les gens ont de la difficulté à mesurer ça. Parce que, tu sais, ça se passe sur 2 jours et non sur 2 semaines. Ouais. Puis ça se passe juste au centre-ville de Montréal, quoique c'est un peu célébré partout à Montréal, mais c'est concentré là. Mais il faut y être déjà allé ou alors travailler pendant cet événement-là pour le ressentir. Tu disais que tu es dans le domaine de la restauration. Ouais. J'ai jamais fait autant d'argent dans les bars que durant ces 2 jours-là. Puis je pense qu'il y a un problème aussi qui a été beaucoup perpétué par les médias de c'est des espèces de riches qui arrivent en jet puis qui vont solliciter des prostituées de luxe. C'est pas ça la F1. Peut-être que c'est ça. C'est un peu ça. OK, c'est ça dans à peu près toutes les conférences dans le monde. C'est ça. Écoutez, c'est... Non, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu ça, mais c'est aussi... Moi, je pense qu'il y a... regardez sur Crescent, il y a plein d'activités gratuites. Il y a, dans tous les restaurants à peu près, il y a une espèce de festivité dans à peu près tous les quartiers, particulièrement Vieux-Montréal, centre-ville. Il y a la course maintenant qui est plus populaire que jamais. Tu as vu avec le... Puis il y a un phénomène qu'on a vu depuis comme 2-3 ans. En fait, c'est intimement relié avec la série sur Netflix. Oui. Donc, il y a une espèce d'un peu de soap opera avec ça. Ouais. Et maintenant, plus en plus de jeunes filles qui s'intéressent à la F1. Donc, le public, est devenu de plus en plus familial. Moi, j'ai rarement vu des foules comme ça, là, aller voir les pilotes, etc. Donc, et autour de ça, on sent encore que l'administration militante de Valérie Plante fait tout en son pouvoir pour se départir, pour probablement de nuire à l'événement. On a vu là, les espèces de descentes sur les terrasses en pleine festivité du Grand Prix pour des questions d'incendie. En plus, mettre ça sur le dos du service des incendies pour faire du crackdown sur, quoi, je pensais Crescent. Mais c'était chez Alexandre. Non, c'était chez... il y avait chez Ferreira, chez Alexandre, en fait, toute la rue Peel, en fait. Ouais. C'est Peel. Oui, mais c'est M. Creton, le propriétaire qu'on a vu pleurer à la télévision. C'est un homme qui dit... Puis j'avais tellement trouvé ça touchant parce qu'il avait dit « Je ne pleure pas parce que je viens de perdre de l'argent. Je pleure parce que moi, à chaque année, je reçois des gens qui viennent de la Hongrie, les États-Unis, la Chine. Ils viennent chez moi à chaque année. Et là, j'ai dû leur dire... Il faut retourner à l'intérieur. On dirait que ça a été, je pense, ça a été le point de bascule. Tu remarqueras là, dans le crescendo de la tension par rapport à cette administration-là. Je pense que ça a été comme le point de bascule. C'est exact. Les médias ont commencé aussi à embarquer. On avait aussi Mme Ferreira là, qui avait aussi fait des témoignages sur... Tu peux pas te mettre à dos tes commerçants comme ça. Je veux dire, il n'y a aucune administration municipale au monde qui fait ça. Là. Ben, c'est-à-dire qu'on en parlait tantôt. C'est que la ville sait quand même que qui rapporte l'argent. Ben oui. On parlait des automobilistes, on fait la guerre idéologiquement à des gens qu'on sait payants, qu'on sait indispensables quand vient le temps de faire notre budget puis de savoir combien d'argent va rentrer puis où on va l'envoyer. Même chose pour la F1. Maudit que c'est payant pour la Ville de Montréal, cet événement-là. Donc, même si idéologiquement, c'est marqué, parce qu'il y a la question de la prostitution, c'est une question qui revient parce que tout le monde ne veut parler que de ça. Ben, je le remarque à chaque année. C'est pas l'événement en soi. Je veux dire, c'est quand même pas... Oui, c'est un problème. Tout le monde le reconnaît. OK, fine. Mais à partir du moment qu'on le reconnaît, on fait quoi? On va pas abandonner l'événement. Je pense que ça a été aussi... Il y a tout l'événement... Je pense que toute la tangente et l'espèce d'obsession anti-voiture de l'administration municipale ont un peu pris... ça s'est un peu tourné contre l'événement.
On a, je veux dire, il y a pas d'accommodation qui sont faites pour faciliter la tenue de l'événement. Il y a eu de la circuit. Écoute, c'était l'accès à l'île cette année, les métros, c'était un total fouillis. C'était à se demander si c'était littéralement volontaire. Je veux dire, on devient littéralement complotiste avec cette administration-là. Là. Si tu regardes des fois des chantiers, tu dis est-ce que c'est coordonné? Des fois, tu regardes, il y a des. Je sais pas si tu as vu, à un moment donné, je pense qu'il y avait des. Il y avait des dossiers qui avaient été faits sur les cônes qui sont comme abandonnés au centre-ville. Ou... Ben, c'est une business, les cônes, maintenant, parce que les cônes, il y a des compagnies qui louent des cônes à la journée. Donc, en fait, c'est payant pour ces compagnies-là que les cônes soient sur la route le plus longtemps possible. Puis là, tu as envie de te ça, sans tomber dans le complotisme. C'est la ville qui a le plus de cônes par capita. Là, encore une fois, pour avoir voyagé dans plusieurs métropoles dans le monde, on ne voit jamais ça, des cônes en nombre aussi grand. Je sais pas si tu as vu des fois, chaque fois qu'ils ferment une voie, il y a comme une lignée de cônes, puis ils sont séparés à peu près par un pied. Donc, vous en mettrez 2 ou 3 fois moins, on comprendrait quand même le message. Là. Non, puis il y a de plus en plus de vidéos. On parlait tantôt de ce qui se passe en ligne, puis de l'importance aussi des témoignages qui sont des témoignages populaires, puis qui circulent comme ça abondamment. Il y a de plus en plus de vidéos de gens qui, par exemple, le vendredi, passé 5 heures, sont sur la route pour se rendre au chalet ou juste à la maison et qui se butent à des espèces de chantiers qui sont abandonnés. Mais il y a comme pas de trou, il n'y a pas de danger de passer là, mais les cônes ont été abandonnés là. Et là, les citoyens sortent de leur voiture en se filmant et en tassant les cônes. Puis, ils se font applaudir parce que tout le monde a compris que ces cônes-là auraient dû être enlevés. Oui. On laisse passer les gens, puis on va revenir lundi, on les remettra, les cônes, pour protéger les travailleurs de la construction. Ça, je pense nonchalance. Je pense pas que c'était comme ça. Écoute, je suis automobiliste depuis plus de presque 25 ans maintenant. Je me souviens pas que c'était aussi pire que ça. T'sais, même Montréal, dans le temps, je veux dire, oui, il y a toujours eu on a un problème d'infrastructure. D'ailleurs, ça serait des projets de société. Moi, je comprends pas. Tu sais, si on sort un petit peu de Montréal, encore une fois, dans un contexte nord-américain, il n'y a pas une ville en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, de la taille de Montréal, qui a un accès routier et autoroutier aussi non adapté. Tu arrives à Boston, tu arrives à Buffalo, tu arrives à Columbus, dans le fin fond de l'Ohio, c'est comme une ville de presque 1 million de personnes, je pense. Je veux dire, c'est des autoroutes de 4-5 voies. Des autoroutes de 2 voies, tu vois ça upstate New York ou dans le Vermont. Là. Tu vois pas ça, la 30 puis la 10, pourquoi qu'il y a 2 voies? Parce que maintenant, tu regardes les couronnes de la métropole, tu sais, la zone métro de Montréal, je pense que c'est 4 millions, c'est presque 5 millions de personnes. À peu près, ouais. Donc là, on est rendu aux 2/3e couronne, qui est pratiquement rendu l'Estrie, les Laurentides, puis presque rendu à Joliette de l'autre côté. Ben, la preuve que Montréal se rend jusqu'en Estrie, c'est qu'on a une mairesse qui ressemble beaucoup à Mme voilà, Plante. Ils sont d'ailleurs d'accord pour faire des pistes cyclables un peu partout et pas couper le gazon dans le milieu des terre-pleins. Mais comment est-ce possible qu'il y a une telle expansion comme ça à travers les banlieues, puis que le réseau routier n'ait pas été adapté? Comme je te dis, je te parle de la 30, je te parle de la 10, je te parle de la 20. Je veux dire, les autoroutes d'accès à quelques dizaines de kilomètres de Montréal, on est encore des espèces de... C'est des chemins de campagne.